Le monde vu par Simone Rodan-Benzaken. Bonjour Simone. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre comme tous les vendredis après-midi. Vous êtes la directrice Europe de l'American Jewish Committee. On va commencer avec de la diplomatie puisqu'on a appris il y a quelques minutes que la Russie et la Chine avaient mis leur veto à la proposition américaine de résolution en faveur d'un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza lié à la libération de l'ensemble des otages. C'est pas vraiment une surprise pour vous Simone ? Non, et je voudrais juste spécifier quelque chose. Le cessez-le-feu était censé, c'était pas ce qui était rapporté dans la presse, était sur 6 semaines. D'accord. Voilà. Potentiellement renouvelable plus tard, mais effectivement 6 semaines. Ce qui correspondait finalement à ce qui est négocié actuellement à Doha. Exactement. Non, ce n'est pas une surprise pour une raison très simple et notamment quelque chose qui en réalité a été dit il y a quelques semaines par l'ambassadeur d'Israël à l'ONU quand il parle de l'axe du mal. Et il y a aujourd'hui clairement une alliance objective entre la République islamique d'Iran, entre la Russie et d'une certaine manière aussi la Chine, la Corée du Nord, face en réalité à un Occident. Et la guerre qui est menée... Pour ajouter peut-être la Turquie. La Turquie également. La réalité, c'est que le premier front, d'une certaine manière, a été... la guerre qui a été menée par la Russie contre l'Ukraine. Et le deuxième guerre ouverte est celle qui a été menée effectivement par le Hamas et également tout l'axe de résistance de la République islamique d'Iran contre Israël. Et aujourd'hui, ce vote-là est très clair, c'est-à-dire l'objectif de s'opposer à l'Occident et de montrer qu'il y a un front commun. Donc non, ce n'est pas une surprise. Et d'ailleurs, je pense qu'on va le voir certainement dans la justification, mais le sujet principal était effectivement le fait que dans la résolution était nommé le Hamas comme responsable du déclancement de la guerre et les otages. C'est-à-dire que la Russie et la Chine considèrent que la libération des otages n'est pas prioritaire et ne peut pas conditionner la mise en place d'un cessez-le-feu. D'un cessez-le-feu, exactement. Est-ce qu'il y aura des suites diplomatiques selon vous ou la discussion va s'arrêter là à l'ONU pour se poursuivre à Doha? Je pense que, en tout cas, en ce qui concerne les otages, ça se poursuivra à Doha. Vous êtes plutôt optimiste? Depuis quelques heures, on entend des messages relativement optimistes. Il faut être assez modéré. Je vais être tout à fait franche. J'ai arrêté d'être optimiste ou pessimiste là-dessus. Je pense que il faut être extrêmement prudent. On peut effectivement espérer, mais il faut être effectivement très, très, très prudent. Par contre, je pense que nous allons voir de plus en plus, c'est cette alliance, cet axe du mal que nous allons voir se répéter de plus en plus. Il y a quelques semaines, nous le savons, la Russie le Hamas est allé en Russie, ensemble avec les autres factions palestiniennes. Il y a évidemment un rapprochement entre la Russie et la République islamique d'Iran. Notamment sur le plan militaire. Notamment, exactement sur le plan militaire, avec des armes iraniennes qui sont utilisées par les Russes en Ukraine. Donc je pense effectivement de plus en plus nous allons voir cet axe se renforcer et donc la question qui se pose pour nous, pour l'Occident, pour les États-Unis, c'est donc effectivement comment le contrer. Et donc je pense aussi que c'est la France d'ailleurs a un rôle à jouer. Alors on a vu Emmanuel Macron extrêmement non pas virulent, mais en tout cas très martial face aux menaces et aux actions militaires russes en Ukraine. La France, qui rappelons-le, est membre permanent du Conseil de sécurité. Est-ce que la France a, dans cette grande équation géopolitique, dans ce grand jeu, est-ce que la France a un rôle important à jouer? La France a, je pense, effectivement un rôle à jouer, mais pour ça, il faut qu'il y ait cette réalisation. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience que nous faisons face aujourd'hui à un front qui a pour objectif d'affaiblir l'Occident dans son ensemble et les démocraties libérales. Et donc pour cela, la France ne peut pas prendre une position côté ukrainien, et à juste titre, effectivement, il est très important aujourd'hui la position qui est prise par la France sur l'Ukraine, mais il doit y aussi avoir une réalisation qu'aujourd'hui, la guerre qui est menée à Israël, par le Hamas, par les organisations terroristes, par les Houthis, et en réalité
par la République islamique d'Iran doit aussi rendre en compte dans cette vision du monde. Donc la France a un rôle à jouer, mais pour cela, il faut, je pense, qu'il y ait une réalisation de ce qui est en train de se passer. Est-ce que cette vision du monde, cette lecture unifiante est partagée aux États-Unis par l'administration Biden, mettant, je vais dire non pas dans le même sac, mais en tout cas en montrant bien l'idée d'un axe qui irait de Pékin à Moscou en passant par Téhéran? Je ne pense pas qu'à ce stade, cette réalisation-là existe aujourd'hui dans toute l'administration américaine Biden. Il y a beaucoup de gens qui comprennent cela dans les think tanks américains, par des journalistes américains, un peu plus côté républicain. Mais dans l'administration Biden, il y a quand même une certaine tendance encore à vouloir notamment négocier avec la République islamique d'Iran, avec l'idée de ne pas ouvrir tous les fronts au même temps. Par ailleurs, ça se comprend, c'est-à-dire il y a effectivement la guerre présidentielle aussi au mois de novembre. Il y a la présidentielle qui est là, qui est déjà très très compliquée et très lourde pour l'administration Biden, à qui on reproche, et notamment l'aile progressiste disons pro-palestinien aux États-Unis, sa position sur Israël. Et j'imagine que vous avez suivi avec beaucoup d'intérêt, peut-être d'inquiétude, la manière dont se sont déroulées les discussions l'échange entre Benjamin Netanyahu et des sénateurs républicains, alors que le même échange n'a pas pu être possible côté démocrate. Vous considérez qu'il y a un risque réel de voir cette question Israël, de soutien américain-Israël, ne plus devenir une question bipartisane? Oui, et ça date malheureusement. C'est une évolution malheureusement évidente que la question d'Israël, et je dirais même la question de l'antisémitisme, devienne une question politique. Et de plus en plus, de plus en plus instrumentalisée par les partis et par les politiques aux États-Unis. C'est extrêmement dangereux. En Israël aussi, est-ce que Benjamin Netanyahu est aussi partiellement responsable de cette situation depuis Barack Obama? Oui, alors il y a un précédent. Et par ailleurs, même avant, quand à l'époque, le vice-président Biden s'était rendu en Israël, il y avait déjà des tensions à l'époque avec Benjamin Netanyahu, qui avait fait une annonce notamment sur la construction de maisons supplémentaires. Oui, effectivement, il y a aussi côté israélien un certain jeu là-dedans. Après, c'est dangereux? Je pense que c'est très dangereux. Je pense qu'il est absolument crucial que ce qui existe en réalité dans la société américaine, c'est-à-dire qu'on regarde tous les sondages côté américain, on voit qu'il y a un très fort soutien de la population américaine pour Israël et qui est en réalité pas vraiment partisane. Vous avez effectivement les ailes très à gauche et y compris aussi les ailes très à droite qui ont des positions différentes, mais en réalité, il y a un consensus aux États-Unis pour un soutien pour un des plus grands alliés des États-Unis, qui est Israël. Et donc, je pense qu'il faut faire extrêmement attention de ne pas faire de la question d'Israël un outil politique, un jeu politique. Mais sachant qu'on arrive notamment là dans une campagne présidentielle, c'est mal parti. C'est mal parti. Merci Simone Rodan-Benzaken d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la directrice Europe de l'American Jewish Committee. Shabbat Shalom et bonne fête de Purim. Merci.